Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous propose de rencontrer des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont faire exploser notre moyenne. Combien de produits vendez-vous actuellement ? Je devrais le savoir, mais je suis pas sûr. Plus d'une douzaine, probablement une vingtaine de produits. D'accord. Et combien de produits tu aimerais vendre ? En réalité, je ne définis pas vraiment le succès par le nombre de produits que je vends, ni même par la taille de mon portefeuille. Je parlais plutôt de tes frustrations. Quels sont les produits que vous aimeriez lancer chez Dyson ? Mais je ne peux pas te dire ça. Allez, pourquoi pas ? Vous n'avez pas d'actionnaire. Nous organisons un concours mondial chaque année et nous avons maintenant des milliers de participants répartis dans 32 pays, je crois. Nous demandons aux étudiants de résoudre un problème. Ce qui est vraiment intéressant, au-delà du fait que les solutions sont brillantes, c'est qu'il y a 20 ans, les projets portaient sur des améliorations comme de meilleurs skateboards, des bateaux plus rapides, des skis, etc. Aujourd'hui, ce sont principalement des améliorations médicales pour aider les personnes âgées ou souffrant de maladies chroniques, ou des projets environnementaux pour améliorer notre cadre de vie. Ce que je trouve formidable, c'est que, premièrement, les solutions sont vraiment brillantes. Elles répondent à des problèmes concrets. Et deuxièmement, ces projets ont pour but de rendre le monde meilleur. Ce ne sont pas des discours comme ceux de Greta Thunberg qui parlent beaucoup, mais ce sont des gens qui agissent réellement. C'est ce genre d'activisme que je préfère. Les ingénieurs sont les héros méconnus. Malheureusement, ils n'ont pas beaucoup de visibilité. Mais ce qui est bien avec notre concours, c'est qu'il est suffisamment médiatisé. Par exemple, il y a cet étudiant aux Philippines. Ils ont beaucoup de déchets de fruits là-bas à cause des événements climatiques. Il a découvert que si l'on mélange certains fruits dans une solution et qu'on l'applique sur une fenêtre, on peut créer une charge électrique. Il n'avait pas besoin du soleil, juste de la lumière. Il a pris une vitre d'environ 1 mètre carré et son iPad se chargeait avec. Avec le fruit ? Oui, avec le fruit étalé sur le verre. Tu pouvais toujours voir à travers. Ça ne bloquait pas la vue, mais c'était brillant. Une solution absolument géniale et qui va entrer en production. Cette année, nous avons eu une fille dont la mère a eu un cancer et a perdu ses cheveux. Le problème, c'est que dans certains hôpitaux, l'accès aux traitements pour protéger le cuir chevelu est limité, faute d'équipement. Alors, elle a conçu un système de refroidissement intégré dans un casque, un peu comme un casque. 2 tuyaux descendent vers un sac à main et le refroidissement se fait directement dans le sac. Ainsi, pour la première fois, on pouvait se promener sans perdre ses cheveux pendant ta chimiothérapie. Incroyable. Et sinon, tu as eu des frustrations de produits que tu voulais lancer, mais pour lesquels il n'y avait pas de marché ? Eh bien, j'ai essayé de créer une voiture électrique parce qu'en 2014, l'industrie automobile prédisait qu'en 2030, seulement 2% des voitures seraient électriques. Et je trouvais que ça n'allait pas. En parallèle, nous développions la technologie des batteries. On venait tout juste de commencer et on continue toujours. Alors je me suis dit, attendez une minute, pourquoi ne pas faire une voiture nous-mêmes ? Nous avons des fumeurs, nous avons des batteries, nous avons de l'air. C'était donc en 2014. J'ai arrêté en 2019 parce que tout a changé en 2017 à cause du Dieselgate. Et soudain, après le Dieselgate, tout le monde devait se mettre à fabriquer des voitures électriques. Puis, la législation a commencé à imposer qu'à partir de 2030, vous ne seriez plus autorisé à fabriquer des voitures non électriques. Le problème, c'était que j'avais développé une voiture capable de parcourir 1000 km, donc elle avait une batterie très grande, ce qui la rendait coûteuse. En tant que nouveau fabricant de voitures, quand tu achètes tes composants, je sais qu'on payait presque 50% de plus que nos concurrents. Du coup, notre voiture aurait coûté le même prix qu'une Aston Martin. Et peut-être que tu aurais préféré une Aston Martin, non ? Tu sais combien j'aime Dyson. Donc je pense qu'on aurait vendu quelques milliers de voitures par an, mais pas assez pour être rentable. Ferrari, par exemple, fait de l'argent avec environ 10 000 voitures par an, mais c'est Ferrari. Je ne voyais pas comment on pourrait générer suffisamment de revenus. Le pire dans tout ça, c'est que le système actuel fonctionne de manière à ce que si tu es un fabricant de voitures qui produit à la fois des moteurs à combustion interne et des véhicules électriques, la pollution est calculée sur l'ensemble de ta gamme. Ce n'est pas la pollution par voiture, mais à l'échelle de la gamme. Si tu fabriques des voitures électriques à perte à une extrémité, tu peux toujours vendre des gros SUV gourmands en carburant à l'autre extrémité. Tandis que si tu ne fabriques pas de voiture électrique, tu te retrouves avec un problème parce que ta pollution globale est trop élevée. Du coup, tu dois acheter des crédits carbone à Elon Musk pour compenser. Mais en tant que fabricant de voitures électriques indépendants, on devait réaliser un bénéfice sur tout ce qu'on vendait. Et tu as conduit ta propre voiture ? Très lentement, oui. Dans une zone protégée et scellée. Oui, je l'ai fait. Et on peut la voir quelque part ? Tout à fait.
Nous avons des prototypes grandeur nature et des modèles. On en a parlé un peu quand on a arrêté, parce que tout le monde voulait savoir pourquoi on avait stoppé. Alors j'en ai parlé et montré ce qu'on avait fait. Et Apple a aussi arrêté son projet, non? Oui, c'est vrai. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils n'ont jamais montré ce qu'ils avaient accompli. Nous, par contre, on a montré ce qu'on avait fait. Et si les gens copient une idée intéressante, ça ne me dérange pas. Par exemple, nous avions de très grandes roues, presque 1 mètre de diamètre. Je serais prêt à mettre le prix d'une Aston Martin pour cette voiture Dyson. Merci beaucoup de me faire sentir coupable maintenant. Mais nous avions ces énormes roues et curieusement, l'une des philosophies de conception de Rolls-Royce est que les roues devraient représenter la moitié de la hauteur de la voiture. Et si tu regardes les voitures de sport, l'une des raisons pour lesquelles elles semblent si belles, c'est que les roues sont relativement grandes par rapport à la carrosserie. Une fois que tu remarques cette esthétique, tu commences à observer les voitures différemment et tu te dis « Mais pourquoi ces voitures ont-elles des pneus aussi petits et ridicules ?» Ce sont des proportions mal équilibrées. Surtout pour les fourgons et ces gros utilitaires, ils ont un look un peu étrange, non? L'avantage des grandes roues, c'est qu'on a découvert de nombreux bénéfices. On peut les rendre plus étroites, et des roues plus étroites génèrent moins de résistance au roulement. Et des grandes roues de diamètre ont également moins de résistance au roulement. Et elles freinent mieux aussi, non? Oui, le freinage est meilleur parce qu'il y a une plus grande surface de contact au sol. La tenue de route est également excellente, même avec un pneu étroit. Et aussi parce que le rapport entre le moyeu et le bord extérieur du pneu est plus grand. On obtient cet aspect où les gens aiment acheter des pneus très petits, comme sur une voiture de course par rapport au moyeu. Ça donne ce look sportif, sans l'inconfort, parce que si tu achètes ce genre de pneus, la voiture devient moins confortable à conduire, parce qu'il y a moins de coussins d'air. Nous avons donc découvert beaucoup de choses intéressantes, comme les pneus anti-crevaison, qui sont normalement moins confortables. Mais avec un diamètre aussi grand, tu ne perds pas en confort, même avec des pneus anti-crevaison. Oh là là, ça doit être terrible. Non seulement financièrement, mais aussi moralement, de devoir arrêter ce projet. Oui, c'était dévastateur, surtout pour les collaborateurs qui avaient travaillé dessus, les ingénieurs et tout le monde. Et cela nous a coûté, 6 ou 700 millions d'euros. Mon Dieu. Et vous êtes toujours là? Surtout que nous n'avons rien appris de tout ça. Tu sais, je te parlais de l'avantage de faire des erreurs, mais là, même pas. Ah ouais, rien de réutilisable pour ce que vous faites actuellement? Non, c'était très spécifique aux voitures. Un ami à moi, Thibaut, travaille sur ce que je trouve très intelligent. Il développe des voitures électriques très petites pour les trajets du quotidien. Mon rêve en matière de voiture, ce serait une voiture très modulable, une voiture que vous pourriez concevoir vous-même pour votre propre usage. Par exemple, si vous avez des enfants ou si vous voulez genre un pick-up ou quelque chose de petit que vous pouvez modifier d'une certaine manière. Ce serait intéressant. La Citroën, celle où l'avant est identique à l'arrière. J'ai oublié son nom, mais c'est une très bonne idée. À faible coût et idéale pour les personnes qui font seulement de courts trajets. Ouais. J'ai quelques idées qui m'obsèdent parfois la nuit. Mais je ne suis pas ingénieur. Ne te lance pas dans la fabrication de voitures. Tu sais quelle est la chose la plus chère dans la fabrication d'une voiture? Dis-moi. L'usine de peinture. Sans blague. Oui, c'est la partie la plus chère. Eh ben, ne les peignez pas. Pourquoi le faire? Je pense que les gens sont trop attachés à la couleur. Ouais, c'est vrai.